La liberté économique, ce concept phare brandi par les penseurs conservateurs et libéraux classiques comme Adam Smith et Milton Friedman, est souvent présenté comme la clé de voûte non seulement de la prospérité matérielle, mais aussi de la liberté individuelle elle-même. L'argument central, séduisant dans sa simplicité apparente, postule que la protection de la propriété privée et le libre jeu des forces du marché constituent le rempart le plus sûr contre la tyrannie étatique et la stagnation économique, en permettant aux individus de poursuivre leurs propres intérêts, de prendre des risques, d'innover et d'échanger volontairement. Le marché libre, guidé par une main invisible, coordonnerait ses actions disparates pour produire une richesse collective et une efficacité inégalée. Plus fondamentalement encore, cette tradition intellectuelle soutient que la dispersion du pouvoir économique inhérente à un système de marché concurrentiel est une condition essentielle à la préservation des libertés politiques et civiles. Posséder des moyens de production ou simplement la capacité de vendre son travail sur un marché libre offrirait une indépendance cruciale vis-à-vis du pouvoir politique centralisé. Cette vision, puissante et influente, a façonné des décennies de politique publique à travers le monde, promettant un cercle vertueux où liberté économique et liberté individuelle se renforceraient mutuellement. Mais cette narration, aussi cohérente soit-elle, résiste-t-elle à un examen plus approfondi? La liberté économique, telle qu'elle est conçue et pratiquée, est-elle véritablement ce moteur infaillible de prospérité partagée et de libération individuelle, ou cache-t-elle en son sein les germes d'une instabilité chronique, d'inégalité croissante et, paradoxalement, de nouvelles formes de servitude et de chaos? Le débat n'est pas purement académique, il touche au cœur de notre organisation sociale, de nos aspirations individuelles et de notre avenir collectif. Remettre en question le dogme de la liberté économique n'est pas nécessairement rejeter l'importance de l'initiative privée ou de l'échange, mais plutôt s'interroger sur les conditions, les limites et les conséquences réelles de son application. Est-il possible que la défense de la propriété privée et du marché libre, initialement pensée comme une protection contre l'arbitraire du pouvoir, ait évolué pour devenir, dans certains contextes, un instrument de concentration de ce même pouvoir entre les mains d'acteurs privés? La liberté de l'un ne devient-elle pas parfois la contrainte de l'autre? Et si l'efficacité économique vantée par les partisans du laisser-faire génère des externalités négatives, dégradation environnementale, érosion du lien social, précarité croissante qui sape les fondements même d'une société libre et prospère? Explorer ces questions nécessite de dépasser les slogans et les simplifications, de plonger dans les racines historiques et philosophiques du concept, d'analyser ses mécanismes psychologiques et socioculturels, et d'évaluer ses impacts concrets sur l'autonomie individuelle et collective. Il s'agit de déconstruire l'apparente évidence pour révéler la complexité, les tensions et les paradoxes inhérents à la quête humaine d'une organisation économique juste et libératrice. Car si la liberté économique est un puissant moteur, la direction dans laquelle il nous entraîne dépend crucialement de la manière dont nous choisissons de le concevoir, de le réguler et de l'intégrer dans un projet de société plus large. Les racines historiques de la défense de la liberté économique plongent profondément dans le terreau des Lumières et de la lutte contre l'absolutisme monarchique et le mercantilisme. Des penseurs comme John Locke ont jeté les bases en affirmant le droit naturel à la propriété, fruit du travail et de l'appropriation individuelle, comme un rempart essentiel contre l'empiètement de l'État. Pour Locke, la propriété n'était pas seulement une affaire économique, mais une condition de l'autonomie et de la dignité humaine. Adam Smith, dans sa Richesse des Nations, 1776, a systématisé l'argument économique en faveur du laisser-faire, décrivant comment la poursuite de l'intérêt personnel, dans le cadre d'un marché concurrentiel régi par des lois et des institutions justes, pouvait conduire, comme par une main invisible, à l'opulence générale. Smith critiquait les monopoles accordés par la couronne, les corporations rigides et les réglementations mercantilistes qui entravaient le commerce et l'innovation, enrichissant quelques privilégiés au détriment de la nation. Sa vision était celle d'une société d'individus relativement égaux, artisans, commerçants, petits propriétaires, interagissant sur un marché où la concurrence limiterait les excès de pouvoir et stimulerait l'efficacité. La liberté économique était alors conçue comme une libération de contraintes archaïques et arbitraires, un moyen de décentraliser le pouvoir économique et, par conséquent, de limiter le pouvoir politique. Cette conception a évolué de manière significative avec la révolution industrielle et l'émergence du capitalisme moderne. L'échelle de la production a changé radicalement, passant de l'atelier artisanal à la grande usine. La nature de la propriété s'est transformée, avec la montée en puissance des sociétés par action et de la finance. La liberté économique a progressivement été interprétée moins comme la liberté de l'artisan de disposer du fruit de son travail que comme la liberté de l'entreprise d'organiser la production, d'embaucher et de licencier, de fixer les prix et d'investir sans entraves étatiques majeures. Les critiques n'ont pas tardé à émerger, soulignant les conditions de travail misérables, l'exploitation, les crises économiques récurrentes et la concentration croissante des richesses et du pouvoir entre les mains de quelques barons voleurs. Le 19e siècle a ainsi vu naître des mouvements socialistes,
communistes et réformistes qui contestaient l'idée que le marché libre non régulé conduisait naturellement à l'harmonie sociale et à la liberté pour tous. La notion même de liberté était remise en question, la liberté formelle du travailleur de signer un contrat de travail masquait une dépendance économique réelle face à l'employeur. Le XXe siècle a été le théâtre d'une confrontation idéologique majeure autour de la liberté économique. La Grande Dépression des années 1930 a porté un coup sévère à la fois dans l'autorégulation des marchés, ouvrant la voie à l'interventionnisme keynésien et à la mise en place de l'État-providence dans de nombreux pays occidentaux. L'idée était que l'État avait un rôle à jouer pour stabiliser l'économie, redistribuer les richesses et garantir une sécurité sociale minimale, créant ainsi les conditions d'une liberté plus substantielle pour tous. Cependant, à partir des années 1970, face à la stagflation et à la critique croissante de la bureaucratie étatique, une contre-révolution intellectuelle, menée par des économistes comme Milton Friedman et Friedrich Hayek, héritiers critiques de Smith, a remis la liberté économique au centre du débat. Friedman, dans Capitalisme et liberté, 1962, a réaffirmé avec force le lien indissociable entre liberté économique et liberté politique, arguant que le socialisme et même l'État-providence excessif menaçaient inévitablement les libertés individuelles en concentrant le pouvoir entre les mains de l'État. Hayek, quant à lui, a souligné l'importance de l'ordre spontané du marché, seul capable de coordonner efficacement les connaissances dispersées dans la société, une tâche que la planification centrale ne pourrait jamais accomplir sans sombrer dans l'inefficacité et l'autoritarisme. Cette vague néolibérale a profondément influencé les politiques de déréglementation, de privatisation et de libéralisation du commerce à partir des années 1980, redéfinissant à nouveau le périmètre et la signification de la liberté économique. Un aspect fascinant de la liberté économique est la manière dont elle parvient souvent à se présenter non pas comme une construction sociale et politique contingente, mais comme un état naturel ou inévitable des affaires humaines. Cette naturalisation repose sur plusieurs piliers rhétoriques et idéologiques. Premièrement, elle s'ancre souvent dans une conception particulière de la nature humaine, supposée être fondamentalement égoïste, rationnelle et motivée par la maximisation de l'intérêt personnel. Dans cette optique, le marché libre n'est que l'arène où ses penchants naturels peuvent s'exprimer le plus librement et le plus efficacement. Toute tentative de contraindre ou de réguler excessivement ces penchants est alors dépeinte comme une interférence artificielle, voire contre nature, vouée à l'échec ou à la tyrannie. La métaphore de la main invisible de Smith, bien que souvent simplifiée et sortie de son contexte nuancé, contribue à cette idée d'un ordre économique quasi naturel, émergeant spontanément des interactions individuelles sans nécessité de direction consciente. Le marché devient une sorte d'écosystème auto-équilibrant, dont les résultats, même s'ils sont parfois douloureux, faillite, chômage, sont considérés comme des corrections nécessaires et inévitables, reflets de lois économiques aussi implacables que les lois de la physique. La dynamique cachée qui maintient le pouvoir de cette naturalisation est complexe. Elle implique la diffusion constante de cette idéologie à travers les institutions éducatives, les médias, les think tanks et le discours politique dominant. Les succès économiques, même partiels ou temporaires, sont systématiquement attribués aux vertus du marché libre, tandis que les échecs, crises financières, inégalités criantes, catastrophes environnementales, sont souvent imputés à des interférences extérieures, réglementations excessives, interventions étatiques maladroites, chocs exogènes, ou présentés comme le prix à payer inévitable pour la liberté et la prospérité globale. Cette rhétorique occulte le fait que les marchés ne fonctionnent pas dans le vide, ils sont toujours encastrés dans des cadres juridiques, institutionnels et culturels spécifiques qui définissent les règles du jeu, droit de propriété, droit des contrats, réglementation de la concurrence, etc. Ces règles ne sont pas naturelles, mais le produit de choix politiques et de rapports de force historiques. Par exemple, la manière dont les droits de propriété intellectuelle sont définis et appliqués a un impact énorme sur l'innovation et la distribution des richesses, mais ces règles sont loin d'être naturelles, elles sont le résultat de négociations complexes et de lobbying intense. Présenter les résultats du marché comme naturels permet de masquer ces choix politiques sous-jacents et de décourager toute tentative de les remettre en question ou de les modifier. Un cas illustratif générique de cette naturalisation pourrait être la manière dont le chômage est souvent présenté. Dans le discours dominant pro-marché, le chômage est fréquemment décrit comme le résultat de rigidités sur le marché du travail, salaire minimum trop élevé, protections excessives des travailleurs, inadéquation des compétences individuelles, ou comme un phénomène frictionnel ou structurel, inévitable dans une économie dynamique. Cette perspective tend à individualiser le problème, le chômeur n'a pas les bonnes compétences ou n'est pas assez flexible, et à masquer les facteurs systémiques, tels que les politiques macroéconomiques restrictives, les décisions d'investissement des entreprises motivées par la maximisation du profit à court terme, ou les effets déstabilisateurs de la concurrence internationale non régulée.
En présentant le chômage comme une conséquence quasi naturelle du fonctionnement du marché ou des défaillances individuelles, on détourne l'attention des choix politiques qui pourraient influencer le niveau global de l'emploi, politiques budgétaires et monétaires expansives, investissements publics, politiques industrielles ciblées. Réorganisation du temps de travail. La naturalité du marché devient ainsi un argument puissant pour justifier le statu quo et résister aux demandes de changements structurels ou de redistribution. On peut voir un parallèle avec la manière dont, pendant des siècles, les hiérarchies sociales, aristocratie, castes, étaient justifiées comme relevant d'un ordre naturel ou divin, rendant leur remise en cause difficile, voire impensable. L'impact de la liberté économique, telle qu'elle est promue par ses défenseurs les plus ardents, sur l'autonomie individuelle et collective est l'un des points les plus âprement débattus. La thèse de Friedman et Hayek est claire, la liberté économique est la condition sine qua non de la liberté politique et individuelle. En dispersant le pouvoir économique loin des mains de l'État, elle crée des centres de pouvoir alternatifs et garantit que les individus disposent des ressources nécessaires pour exprimer leurs opinions, s'organiser et résister à l'oppression. La possibilité de choisir son emploi, de créer son entreprise, d'acheter et de vendre librement, est vue comme l'expression la plus fondamentale de l'autonomie personnelle. Le marché, par le mécanisme des prix et de la concurrence, permettrait aux consommateurs de voter avec leur portefeuille, orientant ainsi la production vers la satisfaction de leurs besoins et désirs réels, une forme de démocratie économique directe. Dans cette perspective, toute restriction à la liberté économique, impôts élevés, réglementation contraignante, planification étatique, est non seulement inefficace, mais constitue une atteinte directe à la liberté individuelle, ouvrant la voie à une dépendance accrue vis-à-vis de l'État et, potentiellement, à la servitude. Cependant, cette vision idyllique se heurte à plusieurs critiques et complexités. Premièrement, la notion d'autonomie individuelle dans un contexte de marché libre peut être illusoire pour une grande partie de la population. La liberté de choisir son emploi est très différente pour un ingénieur hautement qualifié et très demandé et pour un travailleur peu qualifié confronté à un marché du travail précaire et à des salaires de misère. Pour ce dernier, le choix se résume souvent à accepter des conditions de travail difficiles et peu rémunératrices ou à faire face au chômage et à la pauvreté. L'inégalité économique massive, souvent exacerbée par des marchés peu régulés, réduit considérablement l'éventail des choix réels disponibles pour les moins fortunés, limitant de facto leur autonomie. Comme le disait Anatole France avec ironie, la loi, dans un grand souci d'égalité, interdit aux riches comme aux pauvres de coucher sous les ponts, de mendier dans les rues et de voler du pain. La liberté formelle peut masquer une profonde inégalité des capacités réelles à exercer cette liberté. De plus, la pression constante de la concurrence, l'insécurité économique et la nécessité de s'adapter en permanence aux exigences fluctuantes du marché peuvent générer un stress psychologique important et une forme d'aliénation, où l'individu se sent davantage un jouet des forces économiques qu'un agent autonome de sa propre vie. Deuxièmement, l'argument selon lequel la liberté économique disperse le pouvoir et protège contre la tyrannie étatique doit être nuancé. Si elle peut effectivement limiter le pouvoir direct de l'État dans certains domaines, elle peut aussi conduire à une concentration massive du pouvoir économique entre les mains de grandes entreprises et d'institutions financières. Ce pouvoir économique privé peut alors se traduire en pouvoir politique, par le biais du financement des campagnes électorales, du lobbying, du contrôle des médias et de la capture des régulateurs. Loin de disperser le pouvoir, la liberté économique non maîtrisée risque de créer une plutocratie où les décisions politiques majeures sont dictées par les intérêts des acteurs économiques les plus puissants, au détriment de l'intérêt général et de la démocratie. Le pouvoir de l'État et le pouvoir économique privé, plutôt que de se contrebalancer, peuvent entrer en collusion, créant un système où ni la liberté politique ni la véritable autonomie économique ne sont garanties pour la majorité des citoyens. On observe ce phénomène dans de nombreux pays où la déréglementation financière a conduit à des crises systémiques, suivies de sauvetages massifs des banques par l'État, socialisant les pertes tout en privatisant les profits, et renforçant in fine le pouvoir du secteur financier sur l'économie et la politique. Sur le plan collectif, la primauté accordée à la liberté économique individuelle, interprétée comme la maximisation de l'intérêt personnel sur le marché, peut éroder les formes d'autonomie collective. La concurrence exacerbée peut affaiblir la solidarité sociale, démanteler les protections collectives, syndicats, conventions collectives, et miner les institutions qui permettent aux communautés de définir et de poursuivre leurs propres objectifs de développement. La logique du marché tend à évaluer toute chose en termes monétaires, marginalisant les valeurs non marchandes, lien social, culture locale, protection de l'environnement, temps libre, qui sont pourtant essentiels au bien-être collectif et à l'autonomie des communautés. Un village dont l'économie dépend entièrement d'une seule grande entreprise qui décide de délocaliser pour maximiser ses profits perd soudainement toute forme d'autonomie collective sur son propre avenir, même si, individuellement,
les travailleurs étaient libres de vendre leur force de travail à cette entreprise. L'autonomie collective suppose une capacité à délibérer et à décider ensemble des règles et des priorités qui gouvernent la vie économique locale, une capacité que la logique purement marchande tend à ignorer, voire à saper. La question cruciale devient alors, comment articuler la liberté économique individuelle avec la nécessité de préserver et de renforcer l'autonomie collective et les biens communs? Face aux tensions et aux conséquences potentiellement négatives associées à une conception débridée de la liberté économique, quelles stratégies peuvent être envisagées pour démanteler ses effets les plus pervers, ou plutôt, pour la réencadrer et la réorienter vers des objectifs plus larges de prospérité partagée, de justice sociale et d'autonomie réelle pour tous? Il ne s'agit pas nécessairement de rejeter en bloc les mécanismes de marché ou l'initiative privée, qui peuvent indéniablement être des moteurs d'innovation et d'efficacité sous certaines conditions, mais plutôt de reconnaître que le marché est un outil, et non une fin en soi, et qu'il doit être subordonné à des finalités sociales et éthiques définies démocratiquement. Une première stratégie consiste à repolitiser l'économie, c'est-à-dire à rendre visible le fait que les règles du jeu économique sont le résultat de choix politiques et qu'elles peuvent donc être modifiées par l'action collective et la délibération démocratique. Cela implique de contester activement la rhétorique de la naturalisation du marché et de mettre en lumière les rapports de force et les intérêts qui sous-tendent les arrangements économiques existants. L'éducation populaire, le journalisme d'investigation et les mouvements sociaux jouent un rôle crucial dans ce travail de démystification et de repolitisation. Une deuxième stratégie, complémentaire, vise à renforcer les contre-pouvoirs capables d'équilibrer le pouvoir des acteurs économiques dominants et de l'État. Cela inclut le soutien aux syndicats et à la négociation collective pour rééquilibrer le rapport de force entre capital et travail, la promotion d'une société civile forte et indépendante capable de surveiller les entreprises et les gouvernements, et la mise en place d'institutions de régulation robustes et indépendantes pour prévenir les abus de position dominante, protéger les consommateurs et l'environnement, et garantir la stabilité financière. Il s'agit de recréer une forme de pluralisme institutionnel où différents types de pouvoirs, économiques, politiques, social, citoyens, interagissent et se limitent mutuellement, se rapprochant peut-être, paradoxalement, de l'idéal initial de dispersion du pouvoir cher à certains libéraux classiques, mais en reconnaissant la nécessité d'une action collective organisée pour y parvenir dans le contexte du capitalisme moderne. Pensez, par exemple, à la manière dont les mouvements de défense des consommateurs ou les ONG environnementales ont réussi, par la mobilisation et le plaidoyer, à imposer de nouvelles normes et réglementations aux entreprises, modifiant ainsi les règles du jeu économique. Une troisième voie d'action consiste à expérimenter et à promouvoir des formes alternatives d'organisation économique qui intègrent d'emblée des objectifs sociaux et environnementaux. Cela peut aller de l'encouragement de l'économie sociale et solidaire, coopérative, mutuelle, association, qui fonctionne selon des principes démocratiques et non lucratifs, ou à lucrativité limitée, au développement de modèles d'entreprises à mission ou de B-corporations, qui inscrivent statutairement des objectifs sociaux et environnementaux aux côtés de leurs objectifs financiers. Il s'agit également d'explorer de nouvelles conceptions de la propriété, comme les communs, gestion collective de ressources partagées, qu'elles soient naturelles ou informationnelles, qui offrent une alternative à la dichotomie stérile entre propriété privée exclusive et propriété étatique. Ces expérimentations, même si elles restent souvent marginales, peuvent servir de laboratoire pour inventer des manières de produire, d'échanger et de consommer qui soient plus respectueuses des limites écologiques et plus propices à l'épanouissement humain et à l'autonomie collective. Le succès croissant des logiciels libres ou de plateformes comme Wikipédia illustre le potentiel des modèles basés sur la collaboration et le partage, défiant l'idée que seule la compétition et l'appropriation privée peuvent générer de la valeur et de l'innovation. Enfin, une stratégie fondamentale réside dans la redéfinition même de ce que nous entendons par prospérité. Tant que le succès économique est mesuré principalement par la croissance du produit intérieur brut, PIB, un indicateur qui ignore la distribution des revenus, la dégradation environnementale et la valeur du travail non rémunéré, domestique, bénévole, la pression en faveur d'une liberté économique axée sur la maximisation de la production et de la consommation restera immense. Il est urgent de développer et d'adopter des indicateurs de bien-être et de soutenabilité plus holistiques, qui prennent en compte la santé, l'éducation, la qualité de l'environnement, le lien social, l'équité et le temps libre. Un tel changement de perspective permettrait de réorienter les politiques publiques et les stratégies d'entreprise vers la promotion d'une prospérité véritablement humaine et durable, où la liberté économique serait un moyen au service de ses fins, plutôt qu'une idole à laquelle tout le reste devrait être sacrifié. Cela implique un débat public profond sur nos valeurs collectives et sur le type de société que nous souhaitons construire, un débat qui ne peut être confisqué par les seuls experts économiques ou les lobbies industriels. En conclusion, l'affirmation selon laquelle la liberté économique, incarnée par la propriété privée et le libre marché,
serait le moteur incontesté de la prospérité et le fondement ultime de la liberté individuelle, tel que défendu par la tradition conservatrice et libérale classique de Smith à Friedman, apparaît comme une simplification puissante mais potentiellement trompeuse. Si l'initiative privée et l'échange volontaire peuvent indéniablement jouer un rôle positif dans la création de richesses et l'innovation, et si la dispersion du pouvoir économique peut, en théorie, servir de contrepoids au pouvoir politique, l'histoire et l'analyse critique révèlent une réalité beaucoup plus complexe et ambivalente. La liberté économique n'est pas une donnée naturelle, mais une construction sociale et politique dont la signification et les effets dépendent crucialement des règles institutionnelles, des rapports de force et des valeurs culturelles qui l'encadrent. Laissée à elle-même, ou plutôt, façonnée par les intérêts des acteurs les plus puissants, elle peut tout aussi bien conduire à la concentration du pouvoir, à l'accroissement des inégalités, à l'instabilité chronique et à l'érosion de l'autonomie réelle pour une grande partie de la population, générant ainsi non pas l'ordre harmonieux promis, mais des formes insidieuses de chaos social et de servitude économique. La défense de la liberté économique comme rempart contre l'État oublie souvent que le pouvoir privé non contrôlé peut être tout aussi oppressif, voire plus insaisissable, que le pouvoir étatique. Le véritable défi n'est donc pas de choisir entre le marché et l'État, mais de trouver les moyens d'articuler intelligemment l'initiative individuelle, l'action collective et la régulation démocratique pour construire une économie qui soit au service de l'ensemble de la société et de la planète. Cela exige de dépasser les dogmes idéologiques, qu'ils soient pro-marché ou pro-État, et d'adopter une approche pragmatique et critique, attentive au contexte spécifique et aux conséquences réelles des politiques menées. Il s'agit de reconnaître que la liberté économique n'a de sens que si elle contribue à élargir les capacités réelles de tous les individus à mener une vie digne et choisie, et qu'elle doit être limitée lorsque ses externalités négatives menacent le bien-être collectif, la cohésion sociale ou la soutenabilité écologique. Redéfinir notre relation à la liberté économique implique donc un triple mouvement. Premièrement, un mouvement de démystification, pour déconstruire les récits naturalisants et révéler les choix politiques et les rapports de pouvoir qui façonnent nos systèmes économiques. Deuxièmement, un mouvement de réencastrement, pour réinsérer l'économie dans un cadre social, éthique et écologique défini démocratiquement, en renforçant les contre-pouvoirs et en promouvant des formes d'organisation économique alternatives. Troisièmement, un mouvement de redéfinition, pour repenser ce que signifie la prospérité et l'autonomie à l'ère de l'interdépendance globale et des limites planétaires. Ce chemin n'est pas facile, il est semé d'embûches, de résistances et d'incertitudes. Mais il est sans doute la seule voie possible si nous voulons que la formidable puissance créatrice de l'économie humaine devienne véritablement un moteur de libération et d'épanouissement pour tous, et non une source de chaos et de division. La question n'est plus de savoir si la liberté économique est bonne ou mauvaise en soi, mais comment la façonner et la gouverner pour qu'elle serve les fins les plus élevées de l'humanité. C'est là que réside le véritable enjeu politique et civilisationnel de notre temps.